Le chantage nucléaire de Poutine. Le 25 septembre, le dictateur russe s'est donné en spectacle pour effrayer l'Occident qui, il y a 2 semaines, aurait dû être terrifié lorsque Poutine est sorti de son bunker et a personnellement menacé l'OTAN d'une guerre si les États-Unis et le Royaume-Uni nous donnaient des missiles et nous autorisaient à les tirer en profondeur sur le territoire russe. Mais pour une raison quelconque, l'Occident n'a pas eu peur. Poutine, vexé, a décidé qu'un discours en solo ne suffisait pas et a convoqué une foule de membres âgés du Conseil de sécurité sur la scène où il a annoncé solennellement que la Russie changeait sa doctrine nucléaire et qu'elle pourrait désormais larguer une bombe sur tout pays qui oserait frapper la Russie avec des missiles et des drones. Il s'agit là d'une réponse à tous les sceptiques occidentaux qui affirment haut et fort que le fait de nous permettre de frapper la Russie en profondeur ne changera rien. Et Poutine n'est pas d'accord avec vous. Regardez comme il est effrayé et qu'il a sorti sa seule carte maîtresse. Mais le dictateur russe en a-t-il un, étant donné que le principal épouvantail, le missile nucléaire Sarmat, ne peut pas décoller et explose dès le départ, et que signifie le changement de doctrine nucléaire? Konstantin Pavlov a tout compris. L'incontinence nucléaire de la Russie et le secret du Sarmat détruit. Nous avons reçu cette pile de documents à diffusion restreinte d'une source fiable. Que peut attendre le monde de la nouvelle doctrine du Kremlin? Nous visons les États-Unis. La triade Poutine a-t-elle perdu ses dents? Je pense que personne ne le sait avec certitude, à l'exception du personnel. Et comment le chantage de Moscou aux armes de destruction massive peut prendre fin? Lancement non public d'une potentielle fusée nucléaire. Et la première réunion publique du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire. Invité à une distance notable du dictateur. Lors de la réunion, seul le ministre de la Défense Belousov était joyeux, apparemment parce qu'il était assis à côté de Medvedev. Dès les premiers mots de Poutine, le Conseil de sécurité sur la dissuasion nucléaire devient le Conseil de sécurité sur l'incontinence nucléaire. La liste des menaces militaires a été complétée. Outre l'alarmisme habituel, 2 menaces pèsent actuellement sur l'Ukraine et nos partenaires. Des réceptions d'informations fiables sur une attaque aérienne et spatiale massive. Nous pouvons utiliser des armes nucléaires si des avions, des missiles de croisière ou même des drones franchissent la frontière russe, a déclaré M. Poutine. Cependant, la ligne rouge a une fois de plus été tracée en termes vagues. La première question est la suivante. Combien de drones devrait-on considérer comme une utilisation de masse? 10, 15, 20, 50, 100, 200? Combien, disons, devrait être considéré comme une utilisation de masse? Le deuxième point, une menace directe pour les puissances nucléaires occidentales qui soutiennent l'Ukraine. Je propose de considérer l'agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un État nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Maintenant, selon la logique de Poutine, il aura le droit de réduire Londres, Paris et Washington en cendres radioactives. Les pays qui nous fournissent des armes aident l'Ukraine, pas un État nucléaire. Et ce qui signifie qu'il est déjà possible d'utiliser une réponse nucléaire. Vous saurez un peu plus tard ce que Poutine cherche avec ses épouvantails nucléaires et ce qu'il obtiendra. En attendant, parlons de l'événement qui a précédé de peu cette réunion du Conseil de sécurité. Le cosmodrome de Plesetsk dans la région d'Arkhangelsk, en Russie. J'étudie attentivement les photographies du lanceur de missiles balistiques intercontinentaux. Voici le couvercle du lanceur avant, et voici le cratère après. Que s'est-il passé? Il s'agissait du premier lancement du missile balistique Sarmat en avril 22. Il a été qualifié d'arme unique. C'est un miracle d'ingénierie. Il n'existe pas d'analogue dans le monde et il n'y en aura pas avant longtemps. Un dessin animé bon marché sur un missile Sarmat est présenté par Poutine lui-même et les chaînes fédérales sont envahies par l'hystérie patriotique. Il peut voler dans n'importe quelle partie du monde. Ce n'est qu'un lancement, Boris, et il n'y a pas d'Angleterre. Il ne restera plus rien de la France. Les États-Unis dans le collimateur. Dans les rues russes, des Sarmat Gazelle, des Sarmat Jiguli et d'autres voitures tout aussi laides apparaissent.
Des chansons lui sont dédiées. Un Sarmat vole à terre, l'autre disparaît sous terre. Tous les enquêteurs en sont convaincus. Le cratère sous le cosmodrome de Plesetsk est tout ce qui reste de la fierté de Poutine. Mais comment cela s'est-il produit exactement? Nous avons obtenu cette pile de documents à diffusion restreinte auprès d'une source de sécurité fiable. Nous n'indiquons ni le titre, ni même le nombre de pages. Cette étude a été commandée par le ministère russe de la Défense. Le document analyse les risques d'explosion d'un missile balistique Sarmat dans le silo de lancement ou dans l'air au-dessus de celui-ci. Nous comparons les données russes avec ce que les enquêteurs ont trouvé sur les images satellites. Il y a des cratères de plus de 67 mètres. C'est un énorme gouffre. Selon le document russe, si le Sarmat avait explosé à l'entrée de la mine, une boule de feu d'un rayon de 70 mètres se serait formée. Cela représente près d'1,5 million de mètres cubes. À titre de comparaison, la cuvette du stade Olympijski de Kiev fait un peu plus d'1 million de cubes. Imaginez la force de l'explosion. En équivalent TNT, cela équivaudrait à 21 tonnes, précise le document. Pour imaginer la puissance, regardez cette vidéo. Il s'agit des conséquences d'une explosion de même puissance dans la ville chinoise de Tianjin. Les Russes ont donc eu de la chance que Sarmat ait explosé sous terre. Comment un missile analogue qui devait frapper les États-Unis n'a pas quitté le silo? L'explication la plus probable est celle d'une fuite de carburant. Pour les missiles basés sur des silos, les vapeurs de carburant sont directement nécessaires. L'oxydant et le combustible lui-même doivent être stockés pendant une longue période. Le mélange extrêmement explosif de ces vapeurs est le carburant du Sarmat. La théorie principale est donc qu'il y a eu un dysfonctionnement lors du remplissage des réservoirs du missile. Elle a été amenée pour des essais. Elle n'était pas en service de combat, car malgré les déclarations selon lesquelles elle était armée, il n'y a eu qu'un seul lancement réussi, selon les déclarations du Kremlin. Ils sont arrivés et ont commencé à faire le plein, ce qui signifie qu'il y avait du personnel dans la salle de lancement qui devait préparer le Sarmat pour le lancement. Combien de personnes auraient pu être présentes? Je ne pense pas que quiconque le sache avec certitude, à l'exception du personnel de la morgue. L'incompétence, la précipitation et les déficiences techniques sont très probablement à l'origine de l'accident. Un joint quelconque a pu ne pas résister. Une fuite s'est produite et un auto-ignition a eu lieu. Tout explose instantanément. Mais qu'adviendra-t-il de la haute technologie russe dont Poutine se vante depuis si longtemps? Je tiens à souligner que lors de la création du Sarmat, seules des unités, des composants et des pièces domestiques ont été utilisées. C'est la production nationale russe qui a été dévastatrice pour le Sarmat, car tous les meilleurs missiles de l'Union soviétique étaient fabriqués en Ukraine. Si l'Ukraine avait participé au développement du Sarmat, je pensais qu'il volerait. Mais comme l'Ukraine n'est pas impliquée, le Sarmat ne vole pas. Ce sont nos spécialistes qui ont créé et entretenu le système de missiles stratégiques R-36 Voyevoda jusqu'au jour où Poutine a déclenché la guerre contre l'Ukraine. Yuzhnoye Design Bureau, Yuzenmash, ils ont effectué une maintenance régulière, disons une maintenance de garantie, toutes sortes de manipulations et de procédures avec ces missiles. En 2014, ce processus a été définitivement arrêté. En l'absence de spécialistes ukrainiens, les Russes n'ont pas pu prolonger la durée de vie du Voivode et ont donc commencé à développer leur propre missile Sarmat. Aujourd'hui, la Fédération de Russie, après avoir pris connaissance de ces dessins, a décidé de relancer le système Sarmat. Tout cela a été très bien élaboré précisément dans les entreprises ukrainiennes. Les Koulibines russes ont volé la technologie, mais ils ne pouvaient pas vraiment comprendre le dessin ukrainien. Tout le potentiel scientifique et technique, notamment de la Fédération de Russie, il a également été tiré en partie de notre territoire. Le 20 avril 2022, le premier lancement d'essai du Sarmat, le premier et le dernier, est présenté en grande pompe en Russie. Presque immédiatement, il est mis en production de masse. Les relations publiques, le chantage et le fait d'essayer de démontrer qu'ils sont en avance sur tout le monde, disons,
ont motivé Poutine. Par conséquent, ce complexe a été mis en service de combat. Il a été mis en attente malgré des lancements infructueux. Il y a actuellement 4 échecs épiques de ce type. D'ailleurs, la dernière explosion a détruit le seul site d'essai de Sarmat de la Russie. Il faudra aux Russes de nombreux mois, voire 6 mois, pour reconstruire cette infrastructure. Mais pourquoi le Kremlin, malgré de nombreux échecs, parie si obstinément sur le Sarmat inachevé et comment cela est-il lié au changement dans la doctrine nucléaire de la Russie? Regardez. Trois départs ratés d'affilée. Les propagandistes russes, qui avaient fait l'éloge de Sarmat, se découragent. Ils se mettent à rêver de détruire au moins des maquettes de Londres et de Washington avec une bombe. Et construisons une copie de Londres, ou du moins du centre-ville, sur le site d'essai nucléaire de Novozemelski. Qu'il n'y ait que City et Washington. Voici ce centre où se dressent les colonnes, la Maison Blanche, voici cette partie centrale. Et nous ferons des exercices. L'exercice n'a pas eu lieu. Le 4e Sarmat a explosé. Mais pourquoi l'incontinence nucléaire de Poutine a-t-elle commencé maintenant? Le lancement aurait-il pu être programmé à une date rouge pour la Russie? Il existe actuellement 3 versions des raisons pour lesquelles Moscou a modifié d'urgence son concept nucléaire, et elles sont toutes liées. La première, après un nouvel échec du Sarmat, la Russie devait montrer quelque chose au monde. La destruction de l'image de la Russie en tant que pays capable de produire ce type de système. Et par conséquent, la seule chose qu'il restait à faire à Poutine, c'était de déverser cette tyrannie nucléaire. Deuxième version. 5 jours après l'explosion du Sarmat en Russie, la Chine a testé un missile intercontinental. Peut-être Moscou et Pékin ont-ils voulu montrer à Washington la manière forte à l'unisson. Seul le missile chinois a atteint sa cible, tandis que le missile russe a bombardé son propre port spatial. Par conséquent, la Chine met en œuvre son programme et la Fédération de Russie doit réagir d'une manière ou d'une autre à toutes ces tentatives infructueuses. Version 3. L'essai Sarmat a été réalisé dans la précipitation pour influencer les dirigeants mondiaux réunis à New York et à Washington. Car la menace d'armes occidentales à longue portée frappant la Russie effraie beaucoup Poutine. Sarmat a explosé. La doctrine a dû être réécrite. Ce test particulier qui a échoué a été effectué par les Russes précisément parce que le président Zelensky se rendait aux États-Unis pour s'adresser à l'Assemblée générale du Conseil de sécurité. Mais les menaces nucléaires de Poutine effraient-elles le monde? Un autre Sarmat s'est autodétruit, les forces ukrainiennes contrôlent une partie de la Russie, les missiles occidentaux détruisent des objets en Crimée et nos drones ont frappé en un an 200 cibles en profondeur dans le territoire russe. Et les lignes rouges de Poutine se rétrécissent rapidement des frontières de la Russie jusqu'au mur du Kremlin, et là, jusqu'au mur du mausolée pas loin. Kostiantin Pavlov, ICTV Fakti Tijnia, les actualités réunies.